Le 16 septembre 1939, la France entre dans sa troisième semaine de guerre contre l'Allemagne, mais la situation reste dominée par la « drôle de guerre ». Sur le front occidental, les combats ne se sont pas matérialisés, et une grande partie des forces françaises et allemandes sont toujours dans une posture d'attente. Cependant, les événements en Pologne prennent une tournure décisive, et la campagne éclair menée par la Wehrmacht contre l'armée polonaise inquiète profondément les dirigeants français, alors que la France s'efforce de s'ajuster à la réalité d'un conflit qui semble devoir durer. Les tensions politiques internes et les débats sur la meilleure approche à adopter se font plus intenses, et la diplomatie internationale continue de jouer un rôle central. Stratégie militaire, l'attente prudente se poursuit. Le 16 septembre, le général Maurice Gamelin, chef d'état-major des forces françaises, reste ferme dans sa stratégie défensive. Alors que les Allemands poursuivent leur avancée rapide en Pologne, Gamelin refuse d'engager les forces françaises dans des opérations offensives majeures. La priorité reste la défense de la ligne Maginot, perçue comme le rempart contre une potentielle offensive allemande à l'ouest. Les troupes françaises, bien qu'entraînées et prêtes au combat, demeurent principalement stationnées dans des positions fortifiées, en attendant l'évolution de la situation internationale. Cependant, la progression fulgurante des troupes allemandes en Pologne commence à semer le doute parmi certains responsables militaires français. L'idée que la France pourrait attendre trop longtemps avant de réagir à l'agression allemande est discutée, bien que ces inquiétudes ne modifient pas encore la stratégie globale. Des propositions pour mener des actions limitées sur le front ou pour renforcer la pression par des opérations aériennes commencent à émerger, mais elles sont rapidement écartées au profit de l'attente calculée. Les forces britanniques présentes en France, bien qu'en nombre encore réduit, collaborent étroitement avec les Français. Des discussions sont en cours pour coordonner des manœuvres futures, bien que les Britanniques, comme leurs homologues français, soient également réticents à engager leurs troupes dans une offensive à grande échelle sans être pleinement prêts. Vie civile, ajustement et incertitude. Sur le front intérieur, le 16 septembre est une journée marquée par des ajustements continus à la réalité de la guerre, bien que les combats restent éloignés du sol français. La population commence à s'habituer à l'idée d'un conflit long, avec une résignation grandissante face à l'absence d'action visible. Les familles, séparées par la conscription, se réorganisent pour faire face aux nouvelles responsabilités, notamment dans les zones rurales, où la pénurie de main-d'œuvre commence à affecter la production agricole. Les journaux reflètent cette tension d'attente. Le Figaro publie un article intitulé « Restez vigilants, se préparer à l'inévitable », rappelant à la population que la guerre, bien que calme pour l'instant à l'ouest, reste imprévisible. L'éditorial appelle à la patience et à la solidarité nationale en ces temps d'incertitude. Le Matin se concentre sur l'organisation civile, mettant en avant les efforts pour maintenir l'industrie de guerre en fonctionnement et soutenir les familles des soldats mobilisés. L'Humanité, toujours critique, dénonce une guerre d'attente qui, selon le journal, ne fait que prolonger la souffrance des classes populaires. Le quotidien communiste appelle à une action plus vigoureuse contre l'Allemagne nazie et met en lumière les difficultés économiques que subissent les travailleurs, en particulier ceux des secteurs les plus touchés par la réorganisation de l'économie pour soutenir l'effort de guerre. La Croix, quant à lui, continue de prêcher la foi et l'unité nationale, encourageant les lecteurs à s'accrocher à l'espoir et à la prière face à une situation mondiale troublée. Sur le terrain, des initiatives de solidarité continuent de prendre forme. Des comités locaux sont créés pour organiser des collectes de vêtements et de nourriture pour les familles affectées par la guerre. Dans les grandes villes comme Paris, des abris anti-aériens sont inspectés et améliorés, bien que la menace d'attaques aériennes ne semble pas encore imminente. Ces mesures, bien que préventives, illustrent la préparation à un conflit qui pourrait à tout moment s'intensifier. Répercussions internationales, la diplomatie en pleine activité. Le 16 septembre, sur la scène internationale, les événements en Pologne continuent de dominer les discussions diplomatiques. La chute imminente de Varsovie et l'effondrement rapide de la résistance polonaise inquiètent grandement Paris et Londres, où l'on craint que la victoire allemande en Pologne n'encourage Hitler à se tourner rapidement vers l'ouest. Des discussions s'intensifient entre la France et le Royaume-Uni pour définir une réponse commune à cette éventualité, bien que les deux nations continuent de privilégier une posture défensive pour l'instant. La neutralité de la Belgique et des Pays-Bas reste un point central des discussions. Les deux pays, bien qu'encore fermement neutres, multiplient les contacts avec les alliés, cherchant à obtenir des garanties de protection en cas d'invasion allemande. Des accords secrets sont discutés, notamment avec la Belgique, pour organiser une éventuelle intervention alliée si la neutralité du pays était violée. Cependant, pour l'instant, ni la Belgique ni les Pays-Bas ne sont prêts à compromettre leur neutralité officielle. En Italie, Mussolini reste attentiste.
Bien que le régime fasciste continue de renforcer ses relations avec l'Allemagne, l'Italie maintient officiellement une position de non-belligérance. Les dirigeants français suivent de près les développements à Rome, conscients que l'entrée de l'Italie dans la guerre pourrait compliquer sérieusement la situation en Méditerranée et en Afrique du Nord. Des efforts diplomatiques sont menés pour éviter un alignement immédiat de l'Italie avec l'Allemagne, bien que ces tentatives soient confrontées à des obstacles. En Union soviétique, Staline poursuit sa politique de coopération avec l'Allemagne, tout en préparant ses propres plans d'expansion en Europe de l'Est. Le pacte germano-soviétique de non-agression continue d'inquiéter Paris, qui craint que Staline ne cherche à tirer profit du chaos en Europe pour étendre son influence. Les relations franco-soviétiques, déjà tendues, ne semblent offrir aucun espoir d'alliance à ce stade, et les diplomates français à Moscou peinent à obtenir des réponses claires sur les intentions soviétiques. Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt continue de naviguer entre la pression isolationniste interne et son désir de soutenir les démocraties européennes. Le programme Cash and Carry fait l'objet de débats houleux au sein du Congrès, et Roosevelt cherche à convaincre les législateurs qu'un soutien accru aux Alliés est dans l'intérêt à long terme des États-Unis. L'opinion publique américaine, bien que divisée, commence à s'intéresser de plus près au développement en Europe, et des signes d'un soutien croissant aux Alliés commencent à émerger, malgré les forts courants isolationnistes. Débat politique en France, frustration et divergence. Le 16 septembre est également une journée de débats internes intenses au sein du gouvernement français. Édouard Daladier, bien que toujours soutenu par une majorité de son cabinet, fait face à une pression croissante pour clarifier la stratégie militaire de la France. Les appels à une action plus décisive se font plus nombreux, alors que certains membres du gouvernement craignent que la « drôle de guerre » ne démoralise à la fois l'armée et la population. Les députés de l'Assemblée nationale, en particulier ceux issus de la gauche, expriment leurs préoccupations concernant l'impact économique de la guerre sur les classes populaires. Ils plaident pour une meilleure redistribution des ressources et pour des mesures sociales destinées à protéger les travailleurs les plus vulnérables. Ces demandes se heurtent toutefois aux réalités budgétaires, alors que la France doit mobiliser des fonds massifs pour soutenir l'effort de guerre. Daladier, tentant de maintenir l'unité de son gouvernement, cherche un équilibre entre l'attente défensive prônée par Gamelin et les demandes croissantes d'une approche plus proactive. Il est conscient que toute décision précipitée pourrait être désastreuse, mais il sait également que la pression pour agir se fait de plus en plus forte, tant au sein du gouvernement qu'au sein de la société. Le 16 septembre 1939 est une journée marquée par l'attente, l'incertitude et les préparatifs dans une France qui commence à comprendre que la guerre sera longue et coûteuse. Alors que la « drôle de guerre » se poursuit sur le front occidental, la France ajuste ses stratégies militaires, renforce ses alliances diplomatiques et fait face à des débats internes de plus en plus vifs sur la direction à suivre.